Estamos en otra entrevista educativa. En esta ocasión tenemos una ocasión muy especial. Tenemos la posibilidad de hablar con un premio Nobel de física, el profesor Serge Haroche, francés, en el marco de un evento muy importante que es que organiza la Fundación Nobel sobre el diálogo en educación. ¿Cómo ça va, professeur? Peut-être on peut partir de cette interview avec votre propre expérience en tant qu'étudiant. Quelle a été votre expérience à l'école, surtout l'expérience avec les sciences? En fait, dès l'école secondaire, les classes de lycée, quand j'avais 14-15 ans, j'étais très intéressé par l'astronomie. En particulier, je me souviens d'un livre d'astronomie qui s'appelle L'astronomie populaire de Camille Flammarion. C'était un livre qui a eu plusieurs éditions et qui avait commencé au début du XXe siècle, qui avait de magnifiques images des planètes et qui racontait également l'histoire des grands astronomes, de Copernic, Kepler, Newton bien sûr. Et j'étais fasciné par cette histoire. Et je me souviens qu'il y avait en particulier un personnage qui m'avait beaucoup intéressé, qui est l'astronome français Le Verrier. Au XIXe siècle, Le Verrier avait observé avec précision les mouvements de la planète Uranus et il avait trouvé qu'il y avait une petite perturbation qui n'était pas explicable par les autres planètes et par le calcul, il avait prévu l'existence d'une autre planète transuranienne et qui a été appelée ensuite Neptune. Et lorsque les astronomes ont pointé leur télescope dans la direction du ciel conseillé par Le Verrier, la planète est apparue. Et donc j'étais émerveillé par le fait que le calcul, les mathématiques permettaient de comprendre le monde. Qui pouvait faire cette induction à partir du calcul. Et c'était l'époque, c'était il y a longtemps, c'était l'époque où les premiers satellites artificiels ont été lancés. C'était la conquête de la Lune, la compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Et j'étais fasciné par ces explorations de l'espace et par le fait que je pouvais, avec les mathématiques que je connaissais au lycée, calculer la vitesse de libération des fusées, les vitesses des satellites autour de la Terre, comparer ça aux vitesses des planètes. Et tout ça m'a conduit à l'idée que je voulais faire de la physique pour utiliser les mathématiques en physique. Donc ça a été le point de départ. Et après, lorsque je suis arrivé à l'université, en fait à l'école normale supérieure, si on peut rester un petit peu dans l'école? Oui, je suis tombé sur des professeurs charismatiques qui m'ont enseigné la physique atomique et la physique quantique. Et au départ, je pensais que la physique atomique, c'était un peu comme de l'astronomie. On m'avait dit, qu'est-ce que c'est qu'un atome? C'est un petit système planétaire où vous avez un noyau et les électrons qui tournent autour. Mais très vite, on m'a expliqué que ce n'était pas aussi simple que ça, que qu'on ne pouvait pas comprendre la physique des électrons dans l'atome à partir de la physique planétaire, qu'il fallait changer complètement la conception et passer à la physique quantique. Mais cette physique quantique également obéit à des lois mathématiques simples. Donc ma passion pour les mathématiques appliquées à la physique est restée là, mais s'appliquant à des objets nouveaux qui sont les atomes. Est-ce que dans l'école, vous avez eu des enseignants qui ont été importants du point de vue de votre vocation? Par exemple, ce que vous racontez en termes de l'astronomie et cette implication que vous avez avec certains auteurs et astronomes, vous sentez que c'était absolument individuel ou il y a eu certains qui vous ont... Pour l'astronomie, c'était assez individuel. Je lisais dans ce livre et j'étais intéressé par cette relation avec l'histoire de l'astronomie. Mais dès que je suis rentré à l'école normale, là j'ai eu des professeurs, je peux les citer, c'est Alfred Kastler qui était déjà un assez vieux monsieur à l'époque, mais qui était l'inventeur du pompage optique, qui est une méthode qui utilisait la lumière pour manipuler les atomes. C'est la première méthode de manipulation des atomes par la lumière. Et un de ses élèves était Claude Cohen-Tanucci, qui était un jeune professeur à l'époque et qui donnait des cours sur la physique quantique extraordinaires, avec une très grande clarté. Et j'ai tout de suite compris que c'est ce que je voulais faire. Et Claude Cohen-Tanucci est devenu mon maître de thèse. J'ai fait ma thèse de doctorat avec lui. Et c'était une époque fantastique parce que je suis rentré dans ce laboratoire une année avant que Kastler ne reçoive le prix Nobel de physique pour le pompage optique.
Et 20 ans après, Claude Cohen-Tanouji a reçu un prix Nobel pour le refroidissement des atomes. Et donc c'était un laboratoire où on échangeait d'une façon extraordinaire, où les idées passaient d'un chercheur à l'autre, où les jeunes chercheurs avaient beaucoup de liberté pour travailler dans leur domaine de recherche, avec un esprit de confiance qui était extraordinaire. Une autre personne qui a joué un grand rôle, c'était Jean Brossel, qui était vraiment le directeur du laboratoire. Kastler était un peu un personnage, quelqu'un qui ne s'intéressait pas à l'administration, il était très distrait, il avait des idées, mais Brossel était plus terre à terre, c'est Brossel qui faisait marcher le laboratoire. Et donc ces trois personnages, Kastler, Brossel et Cohen-Tanouji, ont une très grande importance et influence sur moi. J'ai vraiment eu de la chance. L'autre grande chance que j'ai eue, c'était que j'ai commencé cela à l'époque où les lasers sont apparus. Le laser a été un instrument absolument extraordinaire pour la recherche fondamentale, spécialement en physique atomique. On a pu faire avec les lasers des choses qui étaient inimaginables dans les années 1960. Et j'ai eu la chance donc de commencer ma carrière de chercheur au moment où cet instrument se développait. Je l'ai utilisé dans mes propres recherches, mais j'ai surtout été le témoin de tout ce que mes collègues ont pu faire dans le monde entier avec les lasers. Et ça a été absolument extraordinaire. La conférence que j'ai donnée à l'Université du Chili hier a porté là-dessus. J'ai parlé des 60 années de développement des lasers pour la physique fondamentale. Le public en général sait que les lasers sont utilisés pour des tas d'applications pratiques, lecture de CD, de DVD, propagation dans les fibres optiques pour l'Internet. Mais moi j'ai parlé de vraiment ce que le laser a apporté à la science fondamentale. Et ça, c'est également extraordinaire. Pour ma recherche, les lasers, je les ai utilisés pour manipuler des atomes, pour manipuler des grains de lumière individuels, des photons. Ça, c'est de la recherche fondamentale. Mais ça a été utilisé dans d'autres aspects de la recherche fondamentale également. Pour ne citer qu'un exemple, la détection des ondes de gravitation il y a 2 ans, qui est une nouvelle fenêtre ouverte sur l'univers, ça a été rendu possible grâce à des lasers d'une stabilité en fréquence et en phase extraordinaire et extrêmement puissant. Vous avez fait dans votre conférence aujourd'hui, dans le forum de prix Nobel, une défense de cette sorte de connaissance inutile, de ne pas chercher une sorte d'application immédiate de recherche. Vous avez une position prise de ce point de vue de... Oui, je crois que l'une des valeurs de la civilisation, c'est la recherche basée sur la curiosité, le fait qu'on veut comprendre le monde de façon rationnelle, par opposition aux multiples façons irrationnelles que l'on a de comprendre le monde et qui posent de graves problèmes aujourd'hui. On pourrait parler de ça aussi, mais le fait qu'il y a des fausses vérités, le fait qu'il y a des théories du complot qui se répandent partout, qui viennent polluer les idées de la science. Et donc je pense que la recherche de la vérité par la science en soi est importante. Et pour revenir à l'histoire, je parlais de l'histoire de l'astronomie, mais j'ai donné comme exemple la mesure de la Terre. C'est une recherche qui a priori était inutile. Pourquoi savoir, quelle est l'importance de savoir si la Terre est exactement une sphère ou non? Mais ça a de l'importance. Et des hommes sont morts pour ça. L'expédition de la Condamine en Équateur, dans ce qui était la province du Pérou à l'époque, a été peut-être la première grande opération scientifique du monde moderne. Elle a impliqué des dizaines de personnes, une coopération internationale parce qu'il y avait des Espagnols et des Français et des Suédois qui collaboraient à cette expérience. Beaucoup sont morts, c'était difficile de voyager à l'époque. Est-ce qu'ils sont morts inutilement? C'est la question. Moi je pense que non, je pense que c'est une des valeurs de la civilisation, la grandeur de l'humanité, c'est de faire des choses comme celle-là. En plus, vous montrez qu'à une certaine période, on pensait qu'une certaine découverte était inutile, et par la suite, un certain temps après, il devenait vraiment le fondement pour pouvoir faire des choses très pratiques. Oui, j'ai donné l'exemple des équations de Maxwell qui ont unifié l'électricité, le magnétisme et l'optique. Au départ, c'était une recherche purement académique, mais déjà, par exemple, on raconte
l'anecdote que lorsque Faraday a découvert les lois de l'induction électrique au milieu du XIXe siècle, un ministre anglais, c'était je crois Gladstone, a visité son laboratoire et Gladstone a demandé à Faraday à quoi ça sert. Et Faraday lui a dit, un jour, vous lèverez des impôts là-dessus. One day you will tax it. Et effectivement, toute l'industrie électrique, et on peut dire maintenant l'industrie moderne, les lasers, c'est un marché de milliards de dollars. Et ça a commencé par de la recherche fondamentale. Je veux tourner notre conversation sur votre avis sur l'éducation actuelle, surtout les écoles. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour faire une motivation pour l'étude de sciences? On sait qu'il y a un très étendu analphabétisme scientifique. Il y a toutefois certaines distances entre les motivations, parfois des jeunes ou des enfants et la science. Comment vous pensez que l'éducation peut faire un lien? Bon, je pense d'abord que c'est essentiel effectivement de former, d'éveiller la curiosité des jeunes enfants à la science. Il y a une opération par exemple en France, et ça avait été commencé aux États-Unis. En France, on appelle ça la main à la pâte. C'est-à-dire qu'on met les enfants dans des écoles devant une expérimentation simple. On leur montre un phénomène simple, la chute des corps ou une réaction chimique simple. Et on leur montre comment l'expérience se construit, quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer. Et on éveille de cette façon-là l'esprit des jeunes enfants à l'observation et également à la déduction à partir de l'observation, de la construction de modèles simples. Et je pense que ça, c'est un premier point important. Je pense que c'est important aussi de favoriser l'éducation mathématique. Je pense que je regrette, c'est que l'enseignement des mathématiques, en tout cas en France, a beaucoup perdu en précision au cours des décennies. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, quand j'étais un élève de lycée, j'étais capable de faire du calcul simple, de faire ce qu'on appelle le calcul différentiel, calculus en anglais. Ce n'est plus du tout au programme des écoles parce que l'enseignement s'est massifié, et en même temps qu'il s'est massifié, il s'est simplifié. Et je pense qu'il y a un problème là, on ne peut pas acquérir la science simplement en jouant. Il y a un moment où il faut faire un effort et il faut maintenir l'effort éveiller l'effort des jeunes par la curiosité d'abord et en leur montrant que les mathématiques, c'est passionnant et c'est intéressant. Et il y a un problème là, je crois qu'il y a aussi la tension entre l'exposition aux écrans, le fait que les jeunes sont, dès le plus jeune âge, exposés à une quantité d'informations par les écrans et que pour apprendre, il faut faire un effort individuel. Tout ne peut pas passer par les écrans. Mais en même temps, je ne peux pas dire non plus que les écrans sont mauvais. Il y a beaucoup de choses positives. Je crois qu'il faut arriver à former les jeunes également, qu'ils soient capables de prendre de l'Internet ce qui est bon, mais ne pas tout accepter sans filtre. Il faut leur donner l'esprit critique pour qu'ils soient capables d'accepter, de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et qu'ils ne soient pas hyper sensibilisés à tout ce qui circule sur l'Internet et qui est très souvent un flot de fausses informations, etc. Donc je crois que l'enseignement doit également développer l'esprit critique par rapport à tout ça. Et donc ça doit passer essentiellement par des rapports humains. Je pense qu'on ne peut pas éviter le lien entre le professeur et l'élève. En tout cas, si une société ou une civilisation qui éviterait ce lien serait tellement différente de ce que j'ai connu moi que je ne peux pas donner de conseils là-dessus. Mais je pense qu'il est essentiel de maintenir ce lien. Mais ça pose des problèmes parce que pour avoir de bons professeurs, il faut bien les payer. Il faut bien les former et bien les payer. Et les pays qui font des progrès dans ce domaine sont des pays qui ont compris cela. Je sais qu'il y a par exemple la Corée, je parle de la Corée du Sud, c'était un pays qui était extrêmement pauvre il y a une quarantaine d'années, mais ils ont fait un effort énorme d'éducation et ils ont maintenant un des meilleurs systèmes d'éducation du monde parce que pour eux, un professeur de lycée a autant de valeur qu'un ingénieur. Mais il y a beaucoup de pays où les professeurs sont payés beaucoup moins que les ingénieurs. Et je pense que c'est ça, c'est un des problèmes.
Maintenant, la Corée a également des problèmes parce qu'ils ont créé un système éducatif qui est de haute qualité, mais qui est très compétitif et qui met une pression énorme sur les jeunes, qui fait qu'il y a un taux de suicide dans les écoles coréennes qui est inadmissible. Donc il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre, il faut que les professeurs soient mieux payés. Un autre pays, grand pays qui a des problèmes d'éducation énormes, c'est l'Inde, où les écoles sont souvent très mal payées, ils doivent avoir un deuxième ou un troisième métier et on ne peut pas enseigner bien dans ces conditions. Alors, en France, cette question s'est posée également, qu'il faut favoriser l'éducation, donc bien payer les enseignants et surtout mettre les enseignants qui ont de l'expérience dans des écoles qui sont réputées difficiles parce que c'est là qu'on a besoin de pédagogie. Or, en général, c'est le contraire qu'on fait. On expose les jeunes enseignants qui n'ont pas d'expérience à ces milieux-là parce qu'on réserve les meilleures écoles pour les bons enseignants. Donc il y a toute une façon de... C'est juste l'inégalité. Bien, très bien. Je vous remercie beaucoup por cette posibilité y a ustedes los dejamos invitados para ver otras entrevistas educativas, en este caso con la posibilidad de conversar con el Premio Nobel de Física, señor Sergio Haroche.